Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Place à la démocratie. Dans ce numéro spécial, j'ai le grand plaisir d'inviter un expert, et il n'y a pas d'autre mot, de la politique russe, de la politique française et pour cause. Ce privilège qui nous est fait ce soir, c'est d'accueillir Dimitri Dekochko. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de nous inviter. Merci d'avoir répondu à cette invitation au pied levé. Que pensez-vous donc du traitement de cette information, a priori, et je parle de ce qui se passe depuis 3 ans au moins, en ce qui concerne l'actualité qui concerne la Russie et les prises de position des Russes? Comment vous décririez-vous, vous qui avez beaucoup d'expérience, cette façon de nous montrer les Russes et de nous montrer les décisions russes concernant leur pays et puis ce qui impacte le monde? Bon, c'est un aspect qui évidemment me concerne beaucoup en tant que journaliste, en tant que personne qui a choisi le journalisme par vocation et par réelle passion pour ce métier que je considère comme indispensable justement à l'exercice et de la démocratie et d'une société citoyenne. Ce qui se passe, et je dirais avec les médias français, parce que c'est ceux dont je peux parler le plus, et malheureusement ça s'étend à la presse occidentale en général, c'est que, avec des nuances, puisqu'il se trouve que la presse américaine, à la limite, est plus ouverte que la nôtre, ce qui est un peu dommage quand même. Oui, c'est sûr. Je dirais que le traitement en règle générale de l'information internationale a commencé, à mon avis, à dévisser réellement en France à partir de la couverture des guerres en Yougoslavie. Je passe plusieurs années, mais disons qu'il est évident qu'il y a une prise de position et du coup, il y a une déformation de l'info, une perte de fiabilité de l'information, et ça, c'est très grave. Alors, je vous passe plusieurs années pour arriver à la couverture du Covid et des injections qui ont été quasi obligatoires. Et puis, évidemment, on arrive à l'Ukraine. En fait, j'ai tort de dire on arrive à, puisque le conflit a réellement commencé en Ukraine en 2014, mais déjà la couverture des événements en Ukraine depuis 2004 est déjà très boiteuse, très incomplète. En 2014, on assiste à une guerre civile, un coup d'État d'abord à Kiev, puis au début d'une guerre civile dans l'est de l'Ukraine, ce qui explique que compte tenu des accords qui avaient été signés sous garantie de la France et de l'Allemagne, de Madame Merkel et François Hollande, eh bien, ça s'appelait les accords de Minsk. Il devait y avoir une négociation entre les Ukrainiens de l'Est qui se sont soulevés contre les autorités issues du coup d'État, qui ont voulu notamment leur interdire de parler leur langue, qui est le russe. Il faut comprendre que l'Ukraine n'est pas un pays dont on semblerait à écouter nos médias de grand chemin comme une sorte d'unitaire, de pays unitaire qui aurait toujours existé, etc. L'Ukraine n'a jamais existé. Elle n'a existé en tant qu'État qu'à partir de 91, si on accepte l'année et demie pendant la guerre civile au tout début des années 20, 19 et 20. Mais sinon, l'Ukraine existe en tant qu'État depuis 91, mais il existait avant en tant que république soviétique, une des 15 républiques soviétiques, hein, et elle a été constituée notamment par les bolcheviks en lui ajoutant, compte tenu d'une Ukraine historique en quelque sorte, qui était essentiellement une Ukraine de steppe peuplée de Cosaques qui se sont ralliés, qui ont demandé la protection
de la monarchie de l'Empire russe contre les Polonais, encore en 1654. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas, comme dirait l'autre. Et puis, quand il y a eu la révolution bolchevique, donc après 1917 et pendant la guerre civile, compte tenu que les bolcheviks voulaient établir un pouvoir assis sur la dictature du prolétariat, eh bien, il fallait qu'ils prolétarisent quelque peu cette Ukraine qui était essentiellement paysanne. Alors, ils y ont raccroché deux grandes régions, enfin plusieurs régions, mais enfin, disons une grosse région qui s'appelait la Novorossiya, qui va aujourd'hui de Kharkov au nord à Odessa au sud, en sorte de croissant de lune, à l'est et au sud de l'Ukraine, et qui étaient en fait des régions de Russie qui avaient été conquises ou rattachées à l'Empire russe sous Catherine II, donc à la fin du XVIIIe siècle, hein, et qui, par les Russes évidemment. Mais l'ouest de l'Ukraine, lui, avait plusieurs patois dérivés aussi de langue slave, du russe notamment, ou du polonais, qu'on a ensuite, disons, rassemblé pour en faire une langue qui est cette fameuse langue ukrainienne, dont la partie ouest, qui a fait le coup d'État de Kiev de 14 avec une aide américaine très importante, hein, qui se monte à 5 milliards selon les sources américaines qui l'ont reconnu, y compris d'ailleurs, Trump l'a encore répété récemment en disant, en parlant de tout l'argent que les États-Unis ont mis pour soutenir le régime actuel de Kiev, eh bien, cet est de l'Ukraine était méprisé par ceux de l'ouest pour des tas de raisons, mais on va s'éloigner là dans des considérations historiques sur lesquelles, si vous voulez, on peut refaire une émission, je pense que ce serait Avec mieux. plaisir. Mais, avec plaisir. En tout cas, à cause de ça, en février 22, on assistait à la volonté d'un nettoyage ethnique qui a commencé à être préparé par des bombardements intensifs dès le début février, qui est attesté par des observateurs de l'OSCE. Hein, ce n'est pas du tout des sources russes qui le disent. Hein. Et les sources kieviennes, elles, avaient annoncé dès 2019, par le conseiller du président qui s'appelait M. Arestovitch, qu'il y aurait la guerre en début 22. Et le début de la guerre qu'il prévoyait, en fait, c'était un nettoyage ethnique de ce Donbass, donc annexé de la Russie, mais qui est un pays de mines, de mineurs, de charbon, d'autres richesses, de fameuses terres rares ou métaux rares d'ailleurs, et puis donc d'industrie. C'est la région industrielle de l'Ukraine, donc ce fameux prolétariat que voulaient Lénine et les bolcheviks pour prolétariser, entre guillemets, l'Ukraine. Et c'est ça qui a provoqué l'opération militaire spéciale des Russes, c'est qu'ils n'ont pas voulu que le Donbass soit transformé en Gaza, si vous voulez. Oui. Donc, ils sont intervenus. Et alors, il était prévu qu'ils interviennent, mais les otaniens qui préparaient l'opération depuis 5 ans, puisque les accords de Minsk, selon l'aveu de Mme Merkel et du président Hollande, enfin de l'ex-président Hollande, étaient destinés uniquement à armer l'Ukraine pour la préparer aux opérations guerrières sur imitation de ce qu'on avait appelé l'opération croate de 1995, lorsque les Croates ont procédé à un nettoyage ethnique en chassant les Serbes qui étaient là depuis le XVIIe siècle sur les bords de la Croatie, dans une région qu'on appelait d'ailleurs la Krajina, même racine que Ukraina, c'est-à-dire les régions de la marge, si vous voulez, de l'Empire. Sur les bords de l'Empire, et pareil sur les bords de la Croatie. Et en 95, ça a marché, sauf que les Serbes de la Krajina, ils n'étaient que 250 000. Ils sont arrivés à un accord, effectivement, à l'époque,
avec Milosevic, de façon à évacuer ces Serbes vers la Serbie. Là, il pensait que les gens allaient fuir vers la Russie, que les troupes russes allaient intervenir à partir de l'Est et qu'ils seraient gênés, évidemment, par tous les réfugiés qui fuiraient les bombardements et les massacres, et puis qu'on ferait la guerre comme ça et que là, on impliquerait toutes les sanctions qui allaient ruiner la Russie très vite. Pourquoi Monsieur le maire a, dans sa grande sagesse, déclaré que la France et ses alliés allaient ruiner la Russie, parce que c'était effectivement ce qui était préparé et ce que les think tanks de Washington avaient expliqué aux alliés, aux vassaux européens, pour leur dire que oui, ça va très bien se passer. Ce qu'a cru aussi Bruno Le Maire, si mes souvenirs sont bons, avait dit « nous allons mettre la Russie à genoux ». Voilà, c'est exactement ça. Et puis ensuite, lorsque les Kieviens ont demandé aux Russes de négocier au bout de 5 jours de l'opération militaire spéciale, ils ont négocié. Ils sont arrivés au bout d'un mois, au mois de mars 22, à un accord de paix que des parlementaires ukrainiens avaient d'ailleurs signé. Ça avait commencé à Minsk, ça a continué à Istanbul. Et là-dessus est arrivé Bojo, comme disent les Américains, c'est-à-dire Boris Johnson, qui est arrivé en disant à Zelensky, pas question de signer la paix, nous, on a tout préparé et on va arriver à les battre et on va démanteler la Russie, donc ils seront battus. Ce qui est le but encore aujourd'hui proclamé, hein, de démanteler la Russie. Vieux projet américain repris aujourd'hui par l'Union européenne. Donc le traitement aujourd'hui de l'information à l'intérieur de cet espace occidental, c'est un traitement tronqué, c'est ce que vous nous expliquez, un traitement qui historiquement ne tient pas la route parce que les tenants et les aboutissants ne sont pas connus finalement des populations européennes ou occidentales en général qui connaissent très mal l'histoire de la Russie. On en est resté, pour ma génération en tout cas, qui est quand même assez nombreuse à l'intérieur de ces sociétés occidentales, à un enseignement qui a consisté à nous expliquer que l'Union soviétique, c'était le grand méchant dans l'histoire. Et donc, nous sommes arrivés à l'âge adulte pour voir l'effondrement de l'Union soviétique. Et on nous a aussi laissé croire que le projet européen, en tout cas sur le continent européen, que le projet européen était un projet de paix, un projet de confort quand même pour la plupart des populations européennes, enfin pour la totalité des populations européennes. On ne nous a jamais parlé de dumping social, on ne nous a jamais parlé de pillage des autres pays. On découvre ça en fait tardivement, sans doute, pour la plupart d'entre nous. D'où l'importance de vous avoir ce soir pour avoir justement un autre point de vue et un point de vue éclairé, le point de vue, je le disais, d'un expert. Alors, pourquoi j'utilise ce terme? C'est parce que vous avez quand même fait beaucoup de choses dans votre vie. Et en particulier, vous avez, et vous continuez d'ailleurs, à militer pour la paix en Europe. Ce que nos gouvernants ne font plus du tout. On est dans un circuit aujourd'hui de dirigeants européens. Alors, vous disiez des vassaux ou des proxys, oui, mais apparemment, les vassaux et les proxys semblent vouloir se libérer de la tutelle américaine et ne plus suivre ce qui est en train de se passer. Les médias, bien sûr que les médias font tout pour nous préparer mentalement à cette atmosphère de guerre, qui en vérité est sans doute pas une préparation de guerre, parce que on n'en est pas vraiment capable, et puis que ce serait quand même d'une telle absurdité que je ne peux pas penser que les dirigeants actuels en viennent là. En revanche, que créer une atmosphère de peur, un peu du genre Covid, mais pour se permettre de faire autre chose, notamment de combler certains déficits financiers dramatiques de la France, c'est-à-dire en gros faire les poches des Français. Ça, en revanche, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on vous raconte des galéjades sur la menace française. Alors sur la menace russe en France. Évidemment. Oui, sur la menace russe en France. Alors, on va faire un petit retour sur l'actualité de cette semaine qui était très, très riche. Et on va commencer par
La première étant Koursk. Koursk, qui est donc une ville russe, enfin, et même un C'est une oblast. région sud de la Voilà, Russie. Exactement, qui a été frontalière de l'Ukraine. Absolument, frontalière de l'Ukraine, qui a donc été attaquée par les Ukrainiens et qui ont conquis même temporairement une partie de ce territoire, et où les combats ont été très, très meurtriers, y compris pour la population qui a été évacuée. Ça, on avait pu voir les images, on avait eu accès aux images en France d'une partie de ces évacuations. Et évidemment, on avait tendu le micro à des Russes très mécontents d'être obligés de partir de chez eux. Ce qui se comprend, personne n'a envie d'évacuer sous la menace de bombardements ou d'armes, ça dans tous les pays du monde. Et donc, on a vu hier, brièvement, quelques images de Vladimir Poutine en treillis, qui s'était rendu dans l'oblast de Koursk, pour justement expliquer que voilà, on y était. Soudja, donc la ville la plus à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, avait été libérée. Alors même si c'était pas complètement terminé, je résume, on tient le bon bout, quoi. Et que les troupes combattantes que beaucoup considèrent comme étant otano-ukrainiennes et non pas seulement ukrainiennes, étaient encerclées et que donc elles ne pourraient plus partir. Voilà. Donc on entend beaucoup de sons de cloche, version occidentale, version ukrainienne, qui nous disent que ces troupes sont susceptibles de quitter le terrain. Enfin, on ne sait pas par où, parce qu'elles sont encerclées. On ne sait pas dans quelles conditions, parce que pour l'instant, à ma connaissance, vous allez me dire quelles sont vos informations. Vous allez partager avec nous vos informations là-dessus et votre analyse. Il n'y a pas d'accord pour l'instant avec les Russes pour pouvoir exfiltrer ces troupes-là. Il y aurait déjà de ces combattants qui se seraient rendus. Un certain nombre de gens se seraient rendus pour sauver leur vie, parce qu'ils ne savent pas du tout comment vont réagir en fait les troupes qui les appuient. Déjà, de quels appuis disposent-elles? On sait que pour eux, c'est terminé à Koursk. Donc, votre analyse sur cette situation, en sachant que c'est la première info marquante de la semaine et que derrière, il y a cette fameuse proposition de cessez-le-feu en provenance de Donald Trump. Bon, alors, on va essayer de prendre par ordre. Alors, pour ce qui est de Koursk, oui, effectivement. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai regardé un peu la télévision russe, là, qui, malgré la censure, on arrive avec des astuces et des VPN à la voir. C'est important quand même pour un journaliste d'arriver à voir les télévisions. Là, vous voyez, ça fait partie du traitement de la médiatique pour la France, qui est, à mon avis, notre problème à nous, Français. Le fait que les médias ne soient pas libres, n'apportent pas une information fiable, c'est une vraie atteinte à la liberté d'expression, à l'exercice d'une société démocratique et d'une société citoyenne quand même. Hein. Parce que pour arriver à prendre des décisions, qu'elles soient économiques, politiques ou morales, je suis désolé, mais il faut avoir quand même quelques informations crédibles et fiables sur ce qui se passe. Or, on ne les a pas. Et en plus, on nous interdit toute autre source, puisque les sources sont censurées. Donc, c'est quand même, je pense, moi, que c'est un vrai problème français. Ça, il n'y a personne d'autre là-dedans et bon, apparemment, ça n'inquiète plus personne en France, ce qui est un peu inquiétant pour l'état de la démocratie en France. Bon, cette parenthèse étant fermée, nous avons donc quand même quand on essaie de se débrouiller et qu'on est vraiment motivé, avoir quelques informations par ailleurs. Donc, pour ce qui est de Koursk, oui, les troupes otano-kieviennes sont effectivement encerclées. Elles sont dans un chaudron, comme on dit en russe, et pourront plus sortir. L'opération de Koursk, en règle générale, était une opération assez absurde d'un point de vue militaire de la part des Kievo-otaniens. Je pense que c'est les Kieviens qui ont été beaucoup conseillés par les Anglais notamment. Et c'était une opération qui avait deux buts. Les Anglais sont très, 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 très actifs dans cette guerre. Attention, il ne faut surtout pas l'oublier. Hein. Il y avait deux buts. C'était essayer de s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk, qui est une ancienne centrale nucléaire sur le modèle de Tchernobyl. Donc assez fragile,
Et évidemment, il voulait faire un chantage nucléaire à la Russie et à l'Europe en s'en emparant. Ça n'a pas marché, ils n'y sont pas arrivés, donc ils sont restés à mi-chemin, mais ce qui était déjà pas mal, mais ils y ont engagé beaucoup de troupes, hein. Beaucoup de troupes et beaucoup de matériel et des bonnes troupes. Ils ont peut-être pensé, ce qu'on a dit, ils ont peut-être pensé à ce que des troupes russes allaient dégager du Donbass, où elles avancent, elles grignotent du terrain, hein, lentement, mais en économisant les hommes, contrairement encore à ce que disent les médias de grand chemin, qui vous disent que les Russes lancent des vagues d'assaut humaines et qu'ils ont des énormes pertes. C'est exactement le contraire qui se passe. Ils économisent énormément leurs troupes parce qu'ils savent qu'ils ont un problème démographique, hein, qui est le problème essentiel de la Russie aujourd'hui, et donc leurs offensives militaires sont au contraire très économes des effectifs. C'est pas du tout ce qui a pu se passer pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein. Voilà, contrairement à ce que racontent nos gamelins de plateau, comme on dit, c'est-à-dire en parlant du général Gamelin, qui nous a valu la défaite de 1940. Donc, Koursk a été une opération Gamelin, en quelque sorte, mais aussi en pensant que les Russes allaient dégager des troupes du Donbass. Ça ne s'est pas fait. Ils ont fait venir des troupes d'autre part, parce qu'effectivement, c'était une région qui était mal défendue, parce qu'on la considérait comme tellement peu stratégique que c'était idiot d'aller l'attaquer. Bon, mais les Anglais sont astucieux, ils sont justement allés attaquer là. Donc, un, pour essayer d'avoir la centrale nucléaire de Koursk, et deux, pour faire une opération TikTok, comme on dit, c'est-à-dire une opération de communication, bien évidemment, comme beaucoup de ce que font les Otano qui est bien. Ils ont besoin d'opérations pour bourrer le crâne des publics occidentaux et notamment justifier le fait qu'on prend l'argent des contribuables occidentaux pour le verser au régime de Kiev, ce qui permet notamment à des notables ukrainiens de se promener à Monte-Carlo dans des voitures de luxe et à certains présidents ukrainiens qui se promènent un peu partout dans le monde et qu'on applaudit, etc., en t-shirt un peu sale, d'acheter des casinos, des villas, des yachts, etc., un peu partout dans le monde. Et récemment, il a encore acheté une banque, l'ancienne Barclays, par exemple. Donc, c'est quand même pas mal. L'argent du contribuable occidental sert, qui va nous permettre aussi, qui leur a permis aussi d'acheter des armes, dont une bonne partie est revendue et qu'on va retrouver sans doute dans nos banlieues. Voilà le problème donc de Koursk, c'est un problème de communication essentiellement. Ils y ont laissé des plumes, c'est-à-dire qu'ils y ont laissé des bonnes troupes. L'ennui, c'est que ces troupes, elles se sont conduites à Koursk d'une manière absolument sauvage. Il y a eu énormément de gens massacrés, de civils massacrés. Il y a eu beaucoup de destruction de maisons, d'automobiles. Il y a eu beaucoup de viols. Il y a eu beaucoup d'assassinats dans les caves, de tortures. Tout ça est complètement enregistré et ça relève maintenant de la justice et de la police russe. Et alors, c'est à ça qu'a fait allusion Poutine aujourd'hui, lors d'une conférence de presse avec le président biélorusse Loukachenko, avec lequel ils ont fait une conférence de presse sur les relations bilatérales biélorusso-russes, mais où il a répondu justement aux propositions américaines de cesser le feu. Alors, allons-y. Les propositions. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça dans la conférence de presse? Alors, on va rappeler peut-être quelles sont les propositions. On va d'abord rappeler quelles sont les propositions. Voilà. C'est une proposition qui est faite par les Américains avec le souci de Trump de ne pas porter la responsabilité de ce conflit qui est déjà perdu en fait, qui a coûté quand même de l'argent aux États-Unis, même si la plupart de l'argent est resté aux États-Unis, n'est pas allé en Ukraine. Ça a servi à acheter des armes, à acheter des agents économiques essentiellement américains, etc. Mais il n'empêche, il y a eu des dépenses et il y a une guerre qui est perdue. Donc ça fait mauvais effet pour un président qui prend le pouvoir. Donc il considère qu'il n'y aurait pas eu de guerre si lui avait été président, ce qui est peut-être vrai, ce qui est peut-être possible en tout cas,
parce qu'il a vraiment fallu que Biden veuille la guerre pour qu'elle ait lieu, alors qu'il était très possible de l'éviter en novembre et en décembre 21, lorsque les Russes ont fait une proposition de négociation de la sécurité européenne, mais évidemment une négociation pour arriver, si vous voulez, à un partage des sécurités de tout le monde, y compris de la Russie, et avec une sécurité qui soit garantie par un accord négocié avec toutes les parties prenantes, y compris les Européens, soit dit en passant, alors que maintenant, ils sont complètement hors jeu. Donc, c'est ça, c'est le feu. Cette proposition. La proposition de cessez-le-feu a été faite donc unilatéralement par les Américains, qui ont convaincu, alors d'une manière un peu spectaculaire, avec le grand moment de télévision, comme a dit Trump lorsqu'il a reçu le clown Zelensky dans le cabinet ovale, eh bien, il aurait convaincu les Ukrainiens d'accepter, entre guillemets, une trêve de 30 jours. Donc, on dit, on va présenter les choses, et notamment dans les médias de grand chemin occidentaux, en disant, vous voyez, voilà, on est d'accord pour un cessez-le-feu, là, ça y est, on est dans le cessez-le-feu. Alors maintenant, c'est ces sales Russes la balle est dans leur camp. C'est ridicule. Un cessez-le-feu, ça se négocie entre les protagonistes, entre ceux qui se font la guerre. Ça ne se négocie pas dans un seul sens. Or là, c'est un seul camp qui proclame, en quelque sorte, un cessez-le-feu, en plus très limité, unilatéral. Un cessez-le-feu unilatéral, ça s'appelle ou bien une reddition, si on doit se rendre, ou bien un ultimatum. La reddition, apparemment, M. Zelensky n'a pas eu l'ordre de se rendre, et visiblement, il a quand même des partisans d'idéologie néo-nazie qui existent en Ukraine, qui sont les plus gros fauteurs de guerre, qui ne le laisseraient pas se rendre. Donc, pas de reddition, et ultimatum, ils ne sont pas vraiment en état de mettre un ultimatum à la Russie qui est plutôt gagnante sur le terrain. Alors, donc, je vais vous interrompre. Ce cessez-le-feu unilatéral. Voilà, je vais vous interrompre une petite seconde, parce que ma lecture, en fait, de cette proposition, c'était que le premier ultimatum était posé aux Ukrainiens. Trump dit clairement aux Ukrainiens, je suspends toute aide militaire à votre pays à partir du moment où vous ne m'écoutez pas. Donc, pour ceux qui ont suivi, et pour ceux qui n'ont pas suivi, surtout le petit résumé suivant, dans le bureau ovale a lieu une entrevue entre le président Zelensky, qui est en exercice malgré le fait qu'il n'ait pas été réélu. Je rappelle que les élections, le processus électoral, voilà, le président, il est effectif, c'est bien lui, il n'y a que lui à qui on peut s'adresser. Illégal. Mais en tout cas, il n'a pas été réélu. Il n'y a pas eu de processus démocratique qui a abouti à sa réélection après, puisque tous les partis politiques d'opposition ont été interdits en Ukraine depuis plusieurs années, que le processus électoral a été complètement suspendu. Donc, c'est quand même là-dessus qu'appuient les Russes depuis quand même un certain nombre d'années, et je pense qu'ils ont raison de le faire. Quand on se veut le chantre de la démocratie, vaut mieux avoir un représentant élu, légitime, en face avec qui négocier, donc, premièrement. Donc les Américains ont beau jeu de nous expliquer qui sont les défenseurs de la démocratie dans le monde. Là, ça semble un peu moins évident aux yeux des gens. La deuxième chose, c'est que cet entretien qui est filmé dans le bureau ovale se passe non pas en seulement la présence de deux chefs d'État, mais en plus en la présence du State Secretary, c'est-à-dire State Department Secretary, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Affaires étrangères américain, J.D. Vance. Et c'est ça, hein, où c'était le vice-président. Vice-président. Non, c'est le vice-président, voilà. C'est Vance. C'est ça, vice-président. Et en plus, il est intervenu. Oui, et on apprend en fait, on voit cette intervention, moi j'ai vu l'échange, on voit l'intervention du vice-président, qui n'arrive jamais, ça n'arrive jamais, qu'un vice-président s'exprime en présence du président avec un autre chef d'État. Généralement, il se tait, il est là, il assiste, il est là pour inaugurer les chrysanthèmes, hein, comme on dit chez nous. Et là, il intervient. Et on comprend après coup, en tout cas on a l'explication plus de 24 heures après, que Zelensky
a injurié en ukrainien En russe. les deux personnes présentes dans le bureau ovale. En russe, pas en russe en pas plus. en ukrainien, en russe. En plus. Voilà. Donc, insulte en fait le président américain et le vice-président américain dans le bureau ovale, et que l'entretien est écarté et écourté plus exactement, et que ce qui allait être discuté, c'était pas un cessez-le-feu, mais c'était un accord sur les minerais, sur les terres rares et sur les métaux rares qui sont présents dans le sous-sol ukrainien. C'était ça l'enjeu de cette discussion, et non pas un cessez-le-feu. Donc, si on met tous ces éléments avant de comprendre ce qui s'est passé pendant cette proposition cessez-le-feu, elle a un autre aspect, cette proposition cessez-le-feu unilatérale. Parce qu'on apprend à l'intérieur que cette proposition cessez-le-feu ne concernera pas ce qui est dans les sous-sols ukrainiens, voilà, sous terre. Ça ne concernera pas les métaux rares, ça ne concernera pas les terres rares. Tout ça, ça sera une partie qui sera discutée plus tard, ce qui n'était pas du tout le but des Américains au départ, parce que c'était de ça qu'ils voulaient discuter. Et Zelensky n'était pas partie prenante. Donc, il fallait lui tordre le bras et il suspend immédiatement l'aide militaire américaine aux Ukrainiens. Et avec cette proposition de cessez-le-feu, ils disent à Zelensky, en ces termes, soit tu acceptes, soit tu n'as plus d'armes, et de toute façon, on se servira avec ou sans toi. Donc, ils lui tordent le bras. Donc, le premier ultimatum, il n'est pas à Poutine. Il est à Zelensky. Alors, vous voyez, c'est bien parce que une personne aussi curieuse et attentionnée que vous, à quel point vous avez quand même forcément l'influence des médias de grand chemin. Alors, je peux vous raconter la même histoire? Oui, allez-y. Alors effectivement, Zelensky est invité à la Maison-Blanche et on lui précise, au moment de l'invitation, on lui dit, cette fois-ci, s'il vous plaît, vous vous mettrez en costume et non pas dans votre t-shirt dégueulasse, là, pour faire guerre. Communication, la com, encore, la com. C'est pour ça qu'il se balade partout avec son t-shirt, là. Et donc, on lui dit, vous viendrez en costume. La preuve de ça, quand il descend de sa voiture et qu'il est accueilli par Trump à l'arrivée, Trump, avec sa délicatesse habituelle, lui dit, ah, ben vous êtes bien élégant aujourd'hui, vous avez fait un effort, on voit. C'est une allusion au fait qu'on lui a demandé de venir en costume. Pourquoi on lui a demandé de venir en costume? Parce que d'abord, ça se fait au niveau diplomatique quand on va à la Maison-Blanche, quand on voit un président. Et puis d'autre part, c'était une bonne façon au niveau de la com de signifier qu'on était plutôt dans un terrain diplomatique de recherche de paix plutôt que de jouer à la guerre, comme il a l'habitude de le faire dans les différents parlements où il se fait applaudir, etc. Hallucinant. Il ne l'a pas fait. Il se pointe donc. La réunion a lieu pendant 40 minutes, avant qu'on nous montre les 10 minutes de la dispute. Et pendant ces 40 minutes, effectivement, Zelensky se montre assez insolent. Zelensky est quand même un acteur. Il a été choisi pour ses qualités d'acteur, qui étaient d'ailleurs réelles, hein, réelles. Moi, j'aimais bien ces trucs. Il avait des sketchs. Alors, c'était pas toujours le coup du piano. Hein. Il y avait des choses qui étaient assez rigolotes. Hein. Il y avait des choses qui n'étaient pas mauvaises. Hein. Bon, et puis après, bah, on lui a fait faire un film, là encore, sous direction anglaise d'ailleurs. On lui a fait faire un film de feuilleton qui a été diffusé évidemment partout à grande dose en Ukraine, où il jouait le rôle d'un instituteur qui devient président de la République. Et comme par hasard, quelques mois ou quelques semaines après, il se présente aux élections présidentielles. Donc avec déjà quand même une notoriété bien établie grâce à ce feuilleton. D'accord? Là-dessus, là, Trump arrive, veut arrêter cette guerre pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. C'est une guerre perdue, c'est pas bon pour l'image de marque d'un président qui veut être successful et non pas loser. Et donc,
Il veut en finir. Et pour ça, il faut notamment qu'il puisse et convaincre les Kieviens et permettre quand même à un Zelensky qui n'a plus aucune légitimité ni légalité même, donc qui ne peut pas être un négociateur, mais quand même, il faut lui permettre de pouvoir aller vers une autorisation de cesser les combats, ou en tout cas d'aller dans une direction de cesser les combats. Or, il y a pression chez lui, avec notamment les organisations les plus extrémistes, les plus néo-nazis, qui risquent tout simplement de le tuer si jamais il va dans le sens d'une négociation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris un arrêté interdisant toute négociation avec la Russie. Donc il s'est lié les mains lui-même. Alors il faut que Trump arrive à le convaincre, mais en même temps à lui donner une couverture suffisante vis-à-vis de ses extrémistes pour qu'il puisse parler de cessez-le-feu ou de paix. Effectivement, on trouve un autre prétexte, c'est une proposition qu'avait faite Zelensky de dire bon, ben, pour que vous continuiez à me donner de l'argent, écoutez, vous n'avez qu'à prendre ce que vous voulez au niveau de nos terres rares. Vous en avez tellement besoin pour vos batteries de bagnoles électriques et puis des métaux rares. Alors, on mélange allègrement métaux rares et terres rares, ce qui sont des choses très différentes. Et en oubliant, bien sûr, de dire qu'il en avait déjà vendu une partie aux Américains, aux Anglais. Et que les Français sont aussi, dans la donne. Alors, il a oublié de le rappeler aux Américains. Les Américains, Trump dit, donc d'accord, je prends votre proposition des terres rares, mais ça ne va pas être pour nous rembourser, pour trouver encore des nouveaux armements. Ça va être simplement pour nous rembourser ce qu'on vous a déjà donné, et à un niveau de 500 millions de dollars. Non, pas millions. 500 milliards, pardon. 500 milliards. Entre 350 et 500. Oui, c'est ça, 500 milliards, mais à un niveau de 500 milliards, puisque eux ont déjà donné 257, je crois, hein, les Américains, et 150 les Européens. Alors, là, ben, Zelensky, il se retrouve un peu bête parce que c'est lui qui a fait la proposition, il ne peut plus dire, ben non. Mais l'ennui dans tout ça aussi, c'est qu'il n'y a pas de terres rares en Ukraine. Il n'y en a pas. Là où il y a des terres rares, c'est dans le Donbass. Là où il y a du lithium, c'est à Shevchenko, qui est dans la zone de combat actuellement et qui va passer aux mains des Russes, puisque ça fait partie de la République de Donetsk. Par ailleurs, il y a en revanche, il y a de l'uranium. Et ça intéresse les Américains, effectivement. Et ça, je pense que c'est... Mais reste à savoir ce qu'ils ont promis aux Anglais. Reste aussi à savoir ce qu'a déjà pu acheter BlackRock, puisque BlackRock et d'autres compagnies américaines ont déjà acheté des terres agricoles ukrainiennes. Ça fait qu'il n'y a plus grand-chose à vendre, en fait, hein, en Ukraine. Trump, je suis sûr, le sait très bien, c'est du bluff, mais on dit, bon, allez, on va s'occuper des terres rares, on va prendre vos terres rares, et comme ça, il y a des raisons pour que les Américains soient impliqués économiquement, ce qui justifierait éventuellement le fait qu'on puisse contrôler un cessez-le-feu qui nous permettrait l'exploitation, etc. Donc, message aussi aux contribuables américains, si vous voulez. Donc vous voyez, ce que vous êtes en train de nous dire, de bluffs dans tout ça, qui ont été véhiculés évidemment par les médias, mais que quand on se met à creuser et qu'on connaît un peu la question, on voit à quel point tout ça est quand même mis en scène, même si ça a été plus loin que prévu, parce que Zelensky est quand même un bon acteur, mais pas un très bon diplomate. Et donc, il en a remis. Et effectivement, quand Vance commence à lui dire que, à la suite de Trump, hein, qu'il n'a pas les cartes en main, qu'il prenne de force des hommes dans la rue pour les envoyer au front. Encore aujourd'hui, il y a eu sur les réseaux sociaux
ukrainiens notamment, hein. On a montré un pauvre gars qui venait de passer, qui a été pris aussi dans la rue, qui a passé un examen ophtalmologique pour voir s'il était bon pour le service. Et l'oculiste, alors il montre le rapport, et l'oculiste dit bon pour le service, donc on l'envoie au front, mais on oublie simplement une chose, c'est que le gars, il est unijambiste, il a eu la jambe coupée un peu en dessous du genou. Et alors, la caméra, si vous voulez, dans ce petit clip, montre à la fin la jambe coupée du gars, qui est donc considéré bon pour le front. Vous voyez, parce qu'il a une vue, il a une acuité visuelle correcte. Voilà le genre de situation dans lesquelles on se retrouve. Et Vance lui dit à Zelensky, et c'est là qu'on entend Zelensky, enfin pour ceux qui savent, hein, parce qu'il ne lui dit pas ouvertement, il dit, en regardant Vance, alors que Vance est en train de parler, Zelensky murmure un peu fortement, puisque les micros l'ont saisi, en russe. N'oublions pas que la langue maternelle de Zelensky, c'est le russe. C'est le russe. Il fait partie de cette région dont j'avais parlé, qui était la Russie, en Ukraine. Donc sa langue, c'est le russe. Et il dit une grossièreté, mais ça veut dire exactement espèce de chien, enfin bon. Mais c'est plus fleuri que ça, si j'ai bien compris. Oui, c'est cela. Alors je vais éviter de le dire. On va éviter. Mais on va dire, en gros, ça serait l'équivalent de salopard, et puis une petite interjection derrière, exprimant une profession plutôt féminine, mais qui aujourd'hui est pratiquée par les deux sexes. Donc voilà, c'est effectivement pas très poli. Et arriver à le sortir dans le bureau ovale, alors que tout le monde est là et que, évidemment, ça sera connu, c'est pas très malin, quoi. Bon, enfin, mais c'est quand même inédit. Spontanément, il l'a sorti, quoi. Voilà. Bon. Ouais, c'est inédit. Alors, inédit, après ça, on lui dit, alors, il va falloir accepter le cessez-le-feu. Et Zelensky accepte un cessez-le-feu en disant les conditions, alors qu'il n'est absolument pas en mesure de le dire, hein, de 1 mois, et que c'est une trêve. Donc, on va repartir dans 1 mois, ce qui va permettre de se refaire. Ce qui est une trêve, de se refaire pendant 1 mois. C'est une trêve. S'ils l'acceptent, les Américains s'engagent de leur côté à repartir avec cette aide militaire qu'ils ont suspendue brutalement. Il y avait quelques jours. Sauf qu'ils ne l'ont pas suspendue. Donc, en fait, elle n'a jamais été suspendue, c'est ce que vous nous dites. Et non, parce que Starlink continue à fournir aux Otano-Kieviens. La preuve, c'est que l'attaque de drones, vous savez, il y a une attaque massive de drones sur la Russie, y compris Moscou, était dirigée par Starlink. Oui, mais quand? Eh bien là, il y a 3 jours, après l'entrevue dans le cabinet ovale. Après l'entrevue, d'accord. Absolument. D'autre part, tous les armements qui avaient été fournis encore sur ordre de Biden et qui arrivaient en Pologne par bateau, ils ont continué à arriver, ils continuaient à être fournis. C'est les témoignages polonais qu'ils disent « Ah oui, ben nous, on continue à fournir, hein, on continue à fournir. » Alors, c'est possible que Trump ait ordonné d'arrêter d'envoyer de nouveaux matériels, mais c'est aux États-Unis qu'il l'a ordonné et ça a duré 1 semaine, quoi. Donc, ça n'a pas du tout été sensible en Ukraine même. C'est pas une question de cargaisons. Ils ont pas mal de matériel, en fait, hein, les Kievo-Otaniens, contrairement à ce qu'on dit. Ils ont pas mal de matériel. Alors, donc, les cargaisons qui étaient déjà prévues n'ont pas été arrêtées. Oui. Ça a suivi son cours. Une petite semaine de suspension, ça ne se voit pas sur le terrain. C'est ce que vous dites. C'est ça. Mais en revanche, ils ont menacé effectivement de ne plus donner d'argent. Alors ça embête Zelensky parce qu'il a des frais quand même avec tout ce qu'il a acheté, par exemple. Bon, mais disons que voilà. Alors, si vous voulez, il y a toute une part de bluff là-dedans. Il y a une part de bluff qui est destinée à faire pression sur les Russes pour les obliger à accepter l'éventuel cessez-le-feu qui est en fait un piège pour eux, si vous voulez. Parce que là, au niveau de la façon dont les médias occidentaux proposent les choses, c'est, ça y est, proposition de
paix, les Non, Ukrainiens ont cédé, les Américains veulent la paix, c'est tout ça. On mélange cessez-le-feu et paix, ce qui sont des choses très différentes. Et en plus, eh ben là, ça va être ces salauds de Russes qui ne vont pas accepter le cessez-le-feu. Alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, un cessez-le-feu, ça se décide à deux, dans les combattants. Ça ne se décide pas d'une manière unilatérale, à moins qu'on veuille se rendre ou qu'on veuille poser un ultimatum à l'adversaire qui est en infériorité et à qui on dit, écoutez, on cesse le feu, on va arrêter les dégâts là. Hein. C'est un grand succès, je dois dire, c'est un grand succès pour les Américains hein, quand même, et pour les Anglo-Saxons en général. En revanche, c'est évidemment une catastrophe aussi pour l'Europe occidentale. Mais là, on est assez idiot pour trouver que c'est très bien. Bon, ben, écoutez, voilà, non, on va non. en crever, nous, mais c'est nous qui allons en crever, mais on se laisse faire. Alors, on mérite ce qu'on a presque. Hein. C'est dommage. Attendez, ces nuances, elles concernent aussi, c'est un pack en fait, c'est un pack qui concerne ce que dit Poutine depuis le début, ce que dit Lavrov depuis le début, ce que disent tous les Russes francophones que j'ai eu l'occasion de regarder depuis le début. La limite russe, c'est la neutralité absolue de l'Ukraine, c'est la neutralité à ses frontières, parce que c'est une condition d'existence pour la Russie, et que ce n'est pas négociable. Donc, est-ce que cet aspect-là, vous pensez qu'il va être pris en compte par ses interlocuteurs américains, ou est-ce que l'élection de Trump, finalement, moi c'est mon pari, que l'élection de Trump ne change pas grand-chose, que cette élection de Trump, finalement, ne va pas changer la donne. Quelle est votre position là-dessus? C'est des négociations. Donc, là, les Russes, de leur côté, donc Poutine, je vous ai dit ce qu'il a dit, il avait dit avant, et Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, le répète, et Ushakov, qui est un adjoint et de Lavrov et de Poutine, l'a dit aussi aujourd'hui. Il a dit oui, c'est très bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est la paix. C'est pas un cessez-le-feu ou une trêve d'un mois. On veut la paix. Et pour la paix, ça se négocie, la paix. Quand je disais, il ne faut pas mélanger accord de paix et cessez-le-feu, les Russes veulent la paix. Les otano-kieviens, et sans doute les otaniens, ne veulent qu'un cessez-le-feu pour pouvoir rouler les Russes une nouvelle fois, comme ils l'ont fait pour les accords de Minsk, comme ils l'ont fait pour l'extension de l'OTAN à l'Est, qui sont exactement les raisons profondes de cette guerre qui a commencé en 2014 et qui s'est poursuivie par l'opération militaire spéciale de février 22 et qui continue aujourd'hui d'une manière beaucoup plus extensive. Donc, oui, il y aurait à négocier une paix en partant, bien sûr, des prémices de la chose, c'est-à-dire effectivement non-extension de l'OTAN, comme ça avait été promis par M. Baker, James Baker, en 90 à Gorbatchev. Malheureusement, Gorbatchev n'a pas voulu que ce soit un traité signé. Il a fait confiance aux amis américains et occidentaux. Il ne fallait pas, mais il y a des preuves écrites, et notamment tous les télégrammes américains des ambassades diplomatiques américains, où il est dit qu'on a promis à Gorbatchev de ne pas progresser de 1 inch, d'un seul pouce, au-delà des frontières de l'Allemagne de l'Est, puisqu'il y aurait réunification de l'Allemagne, que Gorbatchev accepte en échange du fait que l'OTAN ne s'étend pas. Et puis, petit à petit, l'OTAN s'est étendue, même au point qu'ils sont arrivés dans les pays baltes, c'est-à-dire à une portée, à un crachat de Moscou, si vous voulez, pour des missiles. Ce qui est très embêtant quand même hein, pour la Russie, que les États-Unis n'accepteraient jamais qu'il y ait des missiles au Mexique. Et ils l'avaient d'ailleurs prouvé lorsque les Russes avaient mis, les Soviétiques avaient mis des missiles à Cuba en réponse aux missiles qui avaient été mis par les Américains en Turquie. Hein. On oublie toujours cet aspect des choses, on l'oublie. Non, pas pour les gens qui connaissent bien leur histoire, en effet. Voilà. On sait que c'est toujours un jeu de dupes, ces histoires. En revanche, cette fois-ci, on a quand même eu tous la crainte de voir les choses totalement déraper, avec des appels à la guerre. Oui, ça peut encore.
non, justement, ça ne me rassure pas. Et j'aimerais pouvoir être, j'aimerais qu'on puisse aussi rassurer les gens en leur disant de ne pas perdre de vue l'essentiel et que quand on voit ces dirigeants américains, ces dirigeants européens en particulier, faire les gros bras en essayant de convoquer des réunions historiques où 34 chefs d'état-major d'armée viennent se réunir pour essayer de discuter à quel point ils sont forts, à quel point ils sont solides et à quel point ils peuvent embêter les Russes, voire faire échouer les Russes, ce qui me semble, moi, dans mon logiciel d'analyse absolument improbable. Par contre, ce qui me semble probable, c'est que si on continue sur cette voie, on va tous manger, en plus d'impôts supplémentaires, beaucoup d'autres désagréments, parce qu'il n'est pas question pour les Russes, évidemment, d'abandonner le combat, étant donné que leur existence même est dans la balance. Et donc, je ne connais pas de la Russie en vrai, j'y suis jamais allée, je n'ai jamais pu y aller à mon grand regret pour l'instant, mais enfin, je n'imagine pas que la population russe se laisse brusquement envahir et parce que l'Occident l'aurait décidé, accepte de disparaître. Ça me semble tout à fait improbable. Donc, je crois qu'on n'a pas conscience, nous, en Europe, de à quel point c'est vital pour la Russie de continuer à exister, en fait. Je crois qu'on ne se rend pas compte avec nos gouvernants qui sont impérialistes, colonialistes, tout ce que vous voulez en East, ils n'arrivent pas à se rendre compte de la réalité des choses. Là, en revanche, moi, ce que je vous pose comme question, c'est Trump versus Biden. Biden avait des intérêts carrément familiaux en Ukraine. Quand Trump a voulu les dénoncer, Zelensky a été mis dans la confidence et Zelensky a planté un poignard dans le dos de Trump. Voilà, ça, je pense que Trump ne l'oubliera jamais. Donc, il me semble que Trump est sans doute une chance pour la paix dans cette région du monde, mais il est tellement imprévisible que je ne suis pas sûre que ça soit quelqu'un de fiable avec lequel discuter sur le plan des négociations. Qu'en pensez-vous de votre côté? Et à votre avis, qu'en pensent les Russes de ce Trump? Est-ce que pour eux, Trump, c'est mieux que Biden? Ou c'est kiff-kiff, bourrico-charrette? Oui, enfin, oui, très difficile à dire parce que d'abord, c'est pas monolithique les Russes. Il y a quand même différentes. Alors, on dit quelquefois, justement, parmi les journalistes russes, on dit il y a les tours du Kremlin qui ne sont pas d'accord. Et effectivement, il y a des rivalités entre les tours du Kremlin avec des intérêts différents et des approches différentes. Mais c'est vrai que par rapport, bon, Biden était effectivement complètement concerné puisque son fils avait beaucoup de spéculations en Ukraine avec la société qu'on appelait Burisma. Il recevait beaucoup d'argent pour rien. Donc c'était une grosse corruption et Biden à l'époque était vice-président. Il est effectivement venu en Ukraine à un moment, il y avait un procureur qui a fait une enquête sur Burisma et les détournements d'argent, etc. Les abus de biens sociaux, on dirait, nous. Oui. Eh bien, et là-dessus, le fils Biden était dans le coup. Alors, Biden, père, a dit simplement à monsieur, c'était Poroshenko qui était président encore, oui. Mais Zelensky a continué. Mais Zelensky était... Dit, oui, mais je reprendrai après. Oui. Vous me virez ce procureur, sinon vous n'avez pas un rond. Je ne vous donne pas l'argent. C'est très simple que le président a décidé, Obama donc, hein, et vous n'aurez pas un rond si vous ne me virez pas ce procureur. Et ils ont viré le procureur, ils ont mis quelqu'un là qui était tout à fait comme il fallait et qui a abandonné toute poursuite et toute enquête sur le rôle de Hayden, c'est ça, Biden, le fils. Hunter Biden. Voilà, c'est ça. Qui en plus avait quelques intérêts dans les laboratoires de guerre bactériologique qui étaient disposés sur le territoire ukrainien. Il ne faut quand même pas oublier ça aussi. Parce que ça aussi, c'est un aspect qui a été important et qui, dans le cadre du préparatif des discussions sans doute de paix, ont abouti, enfin de paix ou de cessez-le-feu, ont abouti au fait que le général russe
qui s'occupait, qui était un chimiste en fait, qui était un savant, un académicien scientifique, qui s'occupait de l'aspect guerre bactériologique, qui a fait beaucoup de recherches parmi ce qui a été trouvé dans les laboratoires en Ukraine, a été assassiné. Là, il y a 2 mois de ça. Hein. Il a été assassiné devant chez lui. Et évidemment, c'était en lien avec les négociations qui allaient commencer pour pas que les affaires des laboratoires ressortent un petit peu trop en avant. Parce que la guerre bactériologique, logiquement, elle était interdite par les traités. Et les Américains continuaient à faire des recherches sur la question, et notamment, ils s'apprêtaient, ils avaient mis au point des contaminations par oiseaux migrateurs, par insectes, et puis ils faisaient des recherches, alors là, sur les génomes, en essayant de trouver un génome purement russe, de façon à pouvoir éliminer la partie russe de la population, ce qui est déjà, à mon avis, relativement absurde, mais qui part de la façon de réfléchir d'une partie des Américains qui ont une vision assez raciale des choses, quoi. Donc, mais ça, c'est impossible, dans la mesure où les Russes, c'est un mélange total d'ethnies. Donc, là, vous n'arriverez jamais à trouver des traits pertinents uniquement russes, quoi. C'est à peu près impossible. Je dirais même qu'il a parmi alors on aime ce terme de nos jours, mais enfin disons la caste au pouvoir, les élites comme on dit, de Russes, il y en a une partie qui sont carrément trumpistes, hein. Notamment ceux qui ont dans les années 90 profité de la liaison occidentale, si vous voulez, et qui sont devenus ce qu'on appelle des compradors en Amérique latine, c'est-à-dire des bourgeois qui dépendent uniquement du commerce avec l'étranger, avec l'Occident, en pillant les matières premières de leur pays d'origine, sans pour autant investir évidemment dans une industrie ou dans des possibilités de transformation de ces matières premières, ce qui leur apporterait une plus-value au niveau de leur pays. Donc ce sont des compradors, mais ce sont des gens qui ne développent pas leur pays, qui ne font que s'enrichir eux-mêmes, d'une manière d'ailleurs outrancière, dont se moquent ceux qui les exploitent, puisque ce sont les fameux oligarques russes qui ont ces conduites de parvenus avec des yachts, des châteaux, des valises de billets, enfin vous voyez, le truc qui faisait bien rire dans nos médias de grand chemin, là aussi, pour se moquer encore une fois des Russes, alors que c'était des gens qui servaient la soupe aux puissants occidentaux, justement, ceux de Vanguard ou de BlackRock notamment. Eh bien, il y a d'autres, en revanche, je dirais élites russes, ce sont des gens qui sont une sorte de bourgeoisie d'État, si on veut, qui eux sont plus attachés aux intérêts nationaux russes, et c'est ceux dont fait partie Poutine, par exemple. Hein. Poutine est un pro-occidental, n'oubliez pas. Hein. C'est un pro-occidental qui s'est fait tellement cracher dessus qu'il est devenu patriote. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Hein. En 2002, il demandait à Clinton d'entrer à l'OTAN. Oui, et il y a eu les BRICS. Lorsqu'il y a eu les attentats contre les Twin Towers, c'est Poutine le premier qui a téléphoné à Bush pour exprimer sa solidarité et l'autoriser à installer des bases au Kyrgyzstan et au Tadjikistan, quand même. Il ne faut pas oublier tous ces aspects-là. Mais évidemment, à partir du moment où il a commencé à se permettre d'élever un peu la voix en disant, écoutez, on veut bien faire partie de votre monde, on est prêt à tout, mais il faut quand même nous considérer comme des êtres humains, pas comme des esclaves et pas comme des imbéciles qui ont le droit de ne rien dire. Et c'est le fameux discours de Munich de 2007, où Poutine exprime, je conseille à tout le monde de relire ce discours de Poutine, parce que tout y est dit pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On l'a republié dans Géopolitique profonde, la revue de GPTV, vous savez. Regardez-le éventuellement, c'est intéressant. Et la réponse américaine a été
Un, l'affaire dite Magnitsky, où on a prétendu qu'un expert comptable aurait été assassiné dans une prison par les Russes, alors qu'en fait c'était un truc complètement monté là aussi, mais ça a permis d'introduire les premières sanctions anti-russes. Donc là, les Américains s'entraînaient pour introduire des sanctions. Et puis ensuite, ça a été l'attaque par Saakashvili, président ukrainien, géorgien, mis en place par les Américains, là aussi, d'attaquer l'Ossétie du Sud. Pour voir un peu ce qu'ils allaient faire, là, ce qu'allait faire D'ailleurs, Raphaël Glucksmann doit en avoir un bon l'URSS souvenir. a réagi et a défendu les Ossètes du Sud et les soldats casques bleus d'interposition que les Géorgiens avaient fait la bêtise de tuer. Donc évidemment, les Russes sont intervenus. Les Américains avaient aussi oublié que l'Ossétie, donc qui est une des républiques du sud de la Russie, est divisée en deux. Il y avait l'Ossétie du Sud en Géorgie et l'Ossétie du Nord en Russie. Et les Ossètes du Nord, qui ne sont, bon, évidemment, ne pouvaient pas laisser massacrer leurs frères du Sud, et donc la Russie ne pouvait qu'intervenir, même si elle n'était pas au point pour intervenir. Mais bref, voilà la réponse américaine au discours de Munich. Ça a été l'attaque de l'Ossétie par les Géorgiens, qui s'en sont quelque peu mordus les doigts après. D'accord, voilà. Mais enfin, ça… Vous voyez, en clair, les relations sont quand même assez complexes, mais tout ça arrive à la guerre d'Ukraine. Je parlais tout à l'heure de Brzezinski, donc qui est Zbigniew Brzezinski, qui est un grand géopoliticien d'origine polonaise, américain, qui a conseillé tous les présidents américains depuis Carter et qui, évidemment, se distingue par une haine du russe assez fondamentale et la volonté de s'emparer des richesses du sous-sol russe et donc de démanteler la Russie pour ce faire. Ils ne l'ont pas fait lorsqu'ils ont démantelé l'URSS parce qu'il y avait la question de la gestion des forces nucléaires et des bombes atomiques et des missiles. Donc ils ont préféré avoir un président à leur sol dans la personne de Yeltsin, mais le plan était toujours là et il est formulé d'ailleurs très bien par un des grands think tanks américains qui est notamment patronné par la CIA, mais pas seulement, qui s'appelle la Rand Corporation, et qui a fait une carte de la Russie divisée en 41 États. C'est pas mal quand même. Et il y a d'autres gens qui veulent aussi la division de la Russie. Vous avez le fameux Lech Wałęsa, c'est-à-dire Lech Walesa, qui a fait une déclaration en disant les Russes, de toutes les façons, il faudrait qu'ils soient non pas 150 millions, mais seulement 100 millions. Donc ça veut dire qu'il faut en liquider 50 millions. Vous voyez, petit détail. Hein. Et qu'on divise ce pays au moins en 5, voire plus. Donc ça permettra d'avoir des petites principautés qui vont se battre entre elles, évidemment. Ça, on peut faire confiance aux anglo-saxons pour diviser les gens entre eux. Et puis, ça permettrait aux grandes compagnies américaines et autres, globalistes, puisque maintenant c'est quand même un champ plus global que ça se fait, de se partager et d'obtenir les matières premières à des prix défiant toute concurrence, en entretenant quelques compradors, justement, locaux, mais la population, on la réduirait au niveau de vie du Nigeria. Voilà, pour le plus grand profit. Ça, c'est le projet. Alors, revenons à la période actuelle, c'est-à-dire 2025. Ça fait 3 ans que cette guerre a lieu, ces combats ont lieu sur le territoire du continent européen. Il y a un nombre de morts absolument hallucinant. C'est terrible, c'est un véritable bain de sang. C'est une guerre fratricide, on ne le répète jamais assez en fait, puisque nous on a une vision complètement tronquée à travers les médias de grand chemin. J'aime beaucoup votre expression, je la reprends. On nous explique en fait que ce sont 2 entités différentes, en fait c'est le même peuple quasiment. Il y a des gens qui sont des 2 côtés de la frontière et qui sont liés par des liens de sang. On ne parle pas d'amis, on parle de famille, de membres de familles qui sont séparés des 2 côtés. C'est vraiment une guerre civile. Donc les Slaves s'entretuent pour faire plaisir aux Occidentaux. En fait, on en est là tout de suite. Bon.
et en Enfin, particulier c'est aux plaisir. anglo-saxons. Bon, oui. Voilà, Pour et en certains, ça doit particulier pas aux avoir autant de anglo-saxons. plaisir. Hein. Oui, pour servir les intérêts des anglo-saxons. Alors, c'est pas quelque chose qui est inédit hein, dans l'histoire de l'humanité, hein, de cette région du monde. Ça fait très longtemps que les anglo-saxons veulent détruire les Slaves. Voilà, c'est pas quelque chose qui est nouveau, malheureusement. Mais là, ça prend une ampleur qui est quand même assez désastreuse. Et on s'interroge donc sur ce cessez-le-feu, sur pourquoi faire un cessez-le-feu. Et on a évoqué à l'intérieur de notre discussion les terres rares, les métaux rares, etc. Et figurez-vous que je suis tombée sur une émission, je vais vous partager mes impressions et les analyses que j'ai pu écouter dans cette émission. C'est une émission qui s'appelle Sens Public, qui a été diffusée hier, le 12 mars, sur la chaîne parlementaire. Et donc, c'est une émission qui est produite par Public Sénat en France. Et effectivement, toute cette émission concernait les métaux rares. Et l'émission s'intitulait Métaux rares, Trump à l'assaut du monopole chinois. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention cette émission, comme vous pouvez l'imaginer, avec un prisme, parce qu'on n'est jamais totalement impartial, évidemment, quand on regarde quelque chose, quand on écoute quelque chose, quand on essaye d'apprendre quelque chose, on a son propre prisme. Je le reconnais bien volontiers, je ne suis jamais totalement impartial, c'est impossible. Et mon prisme à moi, c'était les BRICS. Mon prisme à moi, c'était il y a un nouveau pouvoir qui est en train de s'installer dans le monde, en dehors donc de l'ONU, de ces institutions qu'on connaît depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ce sont les BRICS. Donc, qui sont en train d'étendre leur influence, qui parlent, même si ça n'a pas été acté totalement, d'une monnaie commune qui pourrait faire concurrence à terme, donc quelques années, au dollar et à l'euro. C'est pas un petit ensemble, les BRICS, ça rassemble pour l'instant la moitié de l'humanité hein, sur Terre. C'est quelque chose de très important sur le plan donc démographique, c'est quelque chose d'important sur le plan idéologique, c'est une autre façon de voir le monde. C'est une autre façon aussi de concevoir les alliances économiques, le partage de pouvoir, tout en n'écrasant pas les pieds de son partenaire. Est-ce que vous pensez, après le très important sommet des BRICS de 2024, en octobre 2024, qui s'est tenu en Russie, alors c'était pas en Russie, c'était oui, c'était Kazan. C'est en Russie, mais c'est dans le Tatarstan. Ah si, c'était en Russie, voilà, c'est ça, voilà. C'était dans la Fédération de Russie, que les mots soient justes. Et ça a été très important comme sommet, il y a eu énormément de participants, beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de choses qui se sont décidées et des projets pour l'avenir qui sont très importants. Pensez-vous qu'il va y avoir à un moment donné un positionnement de cette entité, les BRICS, concernant justement ce conflit en Ukraine, ce positionnement américain, et j'allais dire trumpiste sur les métaux rares, je pense à la Chine en particulier, puisque la Chine est un objectif, et l'objectif suivant de Trump. C'est-à-dire que une fois qu'il a, entre guillemets, pour lui, réglé le problème ukrainien, qu'il a annoncé se servir des sous-sols, des ressources minières ukrainiennes pour machin chose, même si c'est pas fait, il a annoncé qu'il était prêt à une guerre avec la Chine, et ça remonte à quelques jours après son investiture. Les Chinois ont d'ailleurs réagi très fortement, ce qui ne leur ressemble pas. Et les Chinois maîtrisent, ça je le dis pour l'auditoire, 90% de la transformation, de l'extraction des métaux rares dans le monde. Donc ils n'ont pas un petit monopole, ils ont un énorme monopole. Terres rares. Pas les métaux rares, je continue. Les deux. Voilà, les deux. Excusez-moi. Et ils ont également construit ce monopole sur environ 35 ans. C'est-à-dire que l'investissement, à partir du moment où vous avez investi, que vous êtes capable d'exploiter tout ça et d'en faire une richesse, il leur a fallu 35 ans. Mais ils sont en position de monopole. Et Trump veut absolument démolir ce monopole. Donc, est-ce que cette histoire ukrainienne va déborder largement le continent européen? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que les enjeux économiques de ce conflit
sont tellement importants que ça va impliquer d'autres nations à l'intérieur de ce processus. Et ensuite, on parlera de l'Europe. Alors, je pense que ce qui gêne le plus Trump et les Américains, mais enfin, et donc je pense que c'est aussi pourquoi le Deep State et les dynasties financières qui dirigent le monde anglo-saxon essentiellement, mais enfin qui dirigent le monde globaliste, hein, je dirais. Oui. Eh bien, et on laissait arriver Trump au pouvoir, c'est qu'il y avait beaucoup trop de contradictions aux États-Unis même, où ça commençait à prendre, à aller quand même en quenouille, hein, avec leurs histoires de wokisme, de transformation des sexes, de promotion des gens les plus handicapés pour les différentes. Enfin bon, ça commençait à boiter quoi, aux États-Unis même. Donc il fallait remettre un peu d'ordre là-dedans. C'est pour ça qu'un Trump était quand même pas mal, avec une équipe qui simplement se mettait à avoir un peu de bon sens par rapport à ce à quoi étaient arrivés certains idéologues auprès de Biden. Bon, donc, ça, c'est un des aspects des choses. L'autre aspect, c'est qu'au niveau de la géopolitique, ils sont arrivés à faire exactement ce que voulait toujours éviter Kissinger et d'ailleurs Brzezinski aussi, c'était de rapprocher la Chine et la Russie. Voilà. Et donc, de chance, là, ils sont arrivés à faire exactement le contraire. Et évidemment, aujourd'hui, il y a toute une propagande qui est faite pour dire mais la Chine, elle a envahi complètement la Russie, l'impérialisme, les Russes sont victimes de l'impérialisme chinois, ils se font avoir, sont vraiment des imbéciles. Alors, les Russes sont tellement des imbéciles de tous les points de vue, ils sont des ivrognes, incapables, qui volent des machines à laver pour arriver à installer des missiles, enfin, etc., etc. Et puis à côté de ça, ils sont une menace pour l'Europe occidentale. Enfin, c'est un délire. Si vous voulez, c'est en ça aussi que les journalistes sont impardonnables dans les médias de grand chemin, c'est que la moindre des choses, c'est de réfléchir un tout petit peu et de ne pas dire du jour au lendemain le contraire de ce qu'on a dit la veille. Enfin, c'est absurde. Bon, bref, ce que veulent les Américains, c'est éloigner la Russie de la Chine si possible. Donc l'idée, et c'est pour ça qu'il veut essayer d'obtenir ou un cessez-le-feu ou l'arrêt d'une guerre en Ukraine, qui commence à lui présenter assez peu d'intérêt finalement, si ce n'est à la limite la défense des intérêts de BlackRock et de Vanguard et de quelques groupements comme Monsanto ou Carlyle qui ont racheté les terres ukrainiennes, des terres arables. Hein. Mais à part ça, il y a l'uranium effectivement, mais les terres rares et les métaux rares, c'est pour ça que je me permettais de vous parler des métaux rares, c'est qu'il n'y a pas de monopole chinois sur les métaux rares. Les métaux rares, il y en a plus en Russie qu'en Chine. Des métaux rares. Hein. Mais des terres rares, c'est en Chine qu'il y en a plus. Pourquoi? C'est que les métaux rares, il y en a un peu partout en fait. Mais ça demande des investissements colossaux pour les mettre en valeur. C'est ça. Pour les extraire. C'est pour ça que quand Zelensky parlait de vendre les métaux rares, d'abord, il avait en vue les métaux rares et les terres rares qui étaient du côté, qui étaient déjà passés à la Russie, en quelque sorte. Et puis, d'autre part, il était, de toute façon, c'est pas investi pour arriver à les exploiter. En dehors de l'uranium qui était déjà exploité du temps soviétique et qui est quasiment à ciel ouvert, d'après ce que j'en sais, dans le centre de l'Ukraine. Hein. Alors, il y a du fer, du manganèse, du graphite qui sont déjà exploités en Ukraine. Voilà. Alors, bon, voilà. Donc, bref, mais si vous voulez, le lithium, c'est un des trucs les plus recherchés pour notamment les histoires de batteries électriques pour les voitures, pour les éoliennes et pour tout ça, quoi. Ça. Et donc, ça fait partie aussi, et ça fait partie d'une des contradictions. Et je pense que c'est pour ça aussi que Trump risque de calmer un peu le jeu sur les délires climatiques qui obligent à faire n'importe quoi, et notamment à interdire les automobiles aux gueux dans les villes françaises, par exemple, pour les inciter à acheter des véhicules électriques qui sont en fait, au niveau de leur production, 10 fois plus polluants que des véhicules à essence ou à diesel. Mais bon, mais ça, on n'a pas le droit de le dire non plus. Vous voyez le problème des
des médias de grand chemin et de notre société citoyenne. Quand même, ça touche beaucoup de choses. Donc voilà. Est-ce que demain, des BRICS peuvent contrebalancer ça? Les BRICS, leur credo, en quelque sorte, c'est un monde multipolaire. C'est-à-dire un monde qui n'obéisse pas aux intérêts d'un seul pôle, c'est-à-dire les États-Unis, plus je ne sais même pas si on peut parler d'alliés, parce que les alliés, ça se respecte en général, et on leur demande leur avis. Non, mais même des vassaux, hein. Les vassaux, les suzerains les respectaient au Moyen-Âge. Hein. Ben, c'est plus le cas. L'Europe occidentale, je n'ai pas l'impression qu'on soit très respecté. Hein. Non. Franchement. Et malheureusement, on a des gens qui en sont contents, quoi. Bon, ben, c'est dramatique pour nous. Mais bon, on l'accepte, qu'est-ce que vous voulez. Dans ce monde tel qu'il se dessine, où il y a quand même des guerres ouvertes extrêmement difficiles, des massacres d'êtres humains partout sur la planète, qui sont de plus en plus horribles. On a l'impression d'avoir tout vu. Non. L'esprit inventif de l'humain est suffisamment avancé pour aller encore trucider son voisin d'une autre façon. Dans ce monde-là qui est complètement dingue, où tout semble complètement pouvoir basculer du jour au lendemain, y compris dans une guerre qu'on nous dit pouvoir être nucléaire, à votre avis, nous, là, notre avenir se place où? Nous, sur ce continent européen, qui a toujours eu l'habitude d'être central dans l'histoire de l'humanité depuis des siècles, qui a toujours eu l'habitude d'être dans le contrôle, qu'est-ce qui va se passer là maintenant si les Russes sont durables à leurs conditions, avec leurs voisins ukrainiens, s'entendent à peu près correctement avec les Américains et calment leurs ardeurs guerrières? Qu'est-ce qu'on va devenir, nous, au milieu? Bon, ce qui est certain, en tout cas, c'est que les grands perdants de toute cette guerre en Ukraine, et malheureusement de la guerre, c'est-à-dire depuis 2014, hein, mais on ne le voyait pas avant, on le voit maintenant, c'est nous, c'est l'Europe occidentale. Et effectivement, on a perdu notre rôle, aussi bien, et puis l'ennui, c'est qu'on risque de perdre aussi notre prospérité. C'est encore plus embêtant pour nous, puisque apparemment plus personne, enfin en tout cas très peu de monde, est encore attaché à notre héritage culturel et au patrimoine qu'on peut avoir, alors que la France était quand même un pays qui comptait dans le monde, culturellement, politiquement, historiquement, même du point de vue religieux fut un temps. Enfin, c'est aujourd'hui la panade complète, même linguistiquement. Mais quand vous avez les plus hauts dirigeants français qui ne veulent même plus parler français, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Là, c'est foutu, quoi. Enfin, c'est foutu. J'espère qu'il y aura qu'on arrivera à se relancer. Vous savez, on se dit toujours, ah ben, on va toucher le fond, on va pouvoir rebondir en se rebalançant. Et là, le fond, il a l'air d'être très glaiseux. Hein. Donc, bon, voilà, quoi. C'est un vrai problème. Oui, voilà, moi, je dirais, nous avons perdu incontestablement cette guerre. Quand vous disiez, chacun veut arriver à avoir le plus de choses possibles, etc., aux richesses possibles. Pas vraiment cette impression. Il est évident que l'Occident, alors là, l'Occident collectif, comme disent les BRICS ou comme disent les Russes, c'est effectivement de préserver le pôle de décision dans leurs mains. Jusqu'à présent et depuis 300 ans à peu près, ce sont les Occidentaux qui font marcher le monde et c'est eux qui décident de tout. Et tout ce qui est décidé ailleurs n'est pas sérieux, n'est que régional, n'est que folklorique, voire totalement attardé, voire des peuples enfants, voire du sous-dev, quoi, comme on dit. Donc ça, c'est un peu fini. On ne peut plus dicter les choses. Vous parliez du Sahel tout à l'heure. Oui, disons que l'Afrique noire, la France-Afrique, ça risque d'être mis en cause. Ce qui sera très embêtant pour les dictateurs africains qui pouvaient vivre justement des combines de la France-Afrique et évidemment pour tous ceux en métropole, puisqu'on va parler comme ça,
qui recevaient les rétrocommissions quand même, C'est puisqu'il y ça. a plus d'argent qui revenait en rétrocommission vers l'Europe que ce qui restait en Afrique, malheureusement. Donc, tous ces pays-là, que ce soit les pays asiatiques, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde ou que ce soit la Russie, ont le souci de leur développement. Et c'est en ça aussi qu'ils s'opposent aux délires écologiques du GIEC, qui donc est là aussi un truc obligatoire où on ne peut pas avoir de discussion scientifique. Le GIEC n'étant pas une instance scientifique, contrairement à ce qu'on nous raconte dans les médias de grand chemin. C'est une instance politique et diplomatique, c'est pas pareil. Mais elle donne des ordres, elle a de l'argent, et donc elle exige de scientifiques à qui elle donne de l'argent de raconter ce qu'on leur dit de raconter, ce qui ne correspond pas forcément à la réalité. Hein, d'accord? Mais un des buts de tout ça, c'est de soumettre les populations des pays développés comme nous, mais c'est aussi d'empêcher le développement dans les pays arriérés ou considérés comme arriérés ou en industrialisation plus ou moins rapide. Mais la Chine a été très rapide puisqu'elle a profité des contradictions de ce monde développé qui a voulu, en introduisant une économie purement financière, détachée de l'économie réelle du terrain, qui a voulu donc faire des économies, notamment sur la main-d'œuvre, évidemment, et du coup a délocalisé toutes ces industries et du coup s'est affaibli complètement et a transformé la Chine en usine du monde. Mais les Chinois, c'est quand même pas des imbéciles, ils ont quand même que 3000 ans d'histoire et ils se sont arrangés pour profiter de cette manne pour se développer, pour devenir quasiment la première puissance économique du monde. C'est pareil que par ces mêmes contradictions, en faisant des discriminations économiques qu'on a appelées sanctions contre la Russie, on a obligé les Russes, on a affaibli les compradors russes, ceux des années 90, ceux qui rendaient la Russie totalement tributaire des puissances occidentales, et les a obligés à se développer industriellement et à produire des choses qu'elles ne produisaient plus parce qu'elles ne vivaient que de l'économie de rente en vendant ces matières premières, ce qui était, dans la division internationale du travail, le rôle dévolu à la Russie. Et c'est pourquoi on lui disait simplement, toi, tu fournis les matières premières, y compris les métaux rares et les terres rares, et puis tu fermes ta... Bon, parce que c'est nous les chefs. Ça, c'est ça qui est en train d'être fini, et que ce que disait Poutine en 2007, aujourd'hui, les BRICS le proclament à un niveau d'un ensemble de pays qui a un PIB, je sais, c'est pas forcément très pertinent le PIB, mais bon, disons en parité de pouvoir d'achat, c'est plus pertinent. Eh bien, plus élevé que le reste du monde et en tout cas que les États du G7. Ah, intéressant. Oui. Et donc, ils peuvent donner une priorité à leur développement, ils peuvent ouvrir la possibilité à de vraies recherches scientifiques. On va voir au niveau de la liberté d'expression s'ils vont arriver à dépasser l'espèce de couvercle de plomb qui a été mis par les Occidentaux sur la réflexion réelle en matière de médecine et d'écologie, par exemple, ce qui est un vrai problème quand même. Hein. Oui. Mais apparemment, pour ce qui est de la médecine en tout cas, Trump a quand même dit des choses en matière de l'OMS, et puis il a dit des choses aussi en se retirant de l'accord de Paris sur l'écologie, ce qui est aussi un assez bon signe. Et la petite autiste, là, qui est aussi une vedette des médias de grand chemin en matière d'écologie, la suédoise, la nièce de Rothschild, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Greta Thunberg. Voilà, Greta Thunberg. Greta Thunberg, vous vous rappelez, quand Trump l'avait vue, il n'avait même pas fait attention à elle. Il a fallu que ce soit les journalistes et les gens du Deep State qui lui disent, il faut lui dire bonjour. Vous parliez tout à l'heure de Nord Stream. Donc, si j'ai bien entendu, et que mes oreilles ne m'ont pas fait défaut, Trump ne serait pas, a priori, contre l'idée d'envisager une reconstruction de Nord Stream.
Est-ce que l'info Bon. vous a percuté de la même façon que moi? Oui, oui, non, c'était effectivement, ça a été, il y a eu des milieux d'affaires américains, mais contre lesquels Trump n'a rien dit, et eux se sont réclamés du fait que le Trump n'y verrait pas d'inconvénient. Or ça, c'est à voir. Moi, là, je ne sais pas du tout. Maintenant, attendez, la façon dont ils en ont parlé, c'est à l'américaine, là aussi, hein. Oui. D'abord, n'oubliez pas que si les Allemands le veulent, ils peuvent remettre en chemin, en route, la branche du Nord Stream qui est restée, qui n'a pas été touchée. Intact, oui. Donc, il pourrait avoir une fourniture de gaz rapide et beaucoup moins chère dès aujourd'hui. Donc, ça remettrait peut-être en marche pas mal d'industries qui sont aujourd'hui Oui, en train de licencier. Ça, c'est oui, quand même, ça, c'est un aspect. C'est vraiment oui. leur volonté. Et Poutine a dit à plusieurs fois, nous, on remet en route dès que vous voulez. Aucun problème de notre côté. On a essayé de faire croire que ce seraient les Russes qui ne voudraient pas. C'est pas vrai. Les Russes ont dit plusieurs fois, ils sont tout à fait prêts à fournir le gaz. Eux, ils ne demandent qu'à vendre, hein. C'est quand la fable de le chantage russe d'énergie. Enfin, il n'y a pas de chantage russe de l'énergie. Ils ont toujours fourni le gaz. Toujours. Ils ont, et ils l'ont même pas augmenté outre mesure. Enfin, c'est complètement délirant. Ils sont dans le même chantage que nous, à la limite. Parce que nous, si on leur dit, ah, on ne vous l'achète plus, d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les fameuses sanctions. On a dit, ah, on arrête de vous acheter le gaz. Oui, parce que l'ennui, c'est qu'on n'a pas assez de gaz et qu'on n'arrive pas à Du avoir coup, d'autres alternatives. du coup, Du coup, on l'achète 3 fois plus cher. On où l'achète ça? maintenant en gaz liquéfié, soit aux Russes, soit aux Américains, et de temps en temps, ou à l'Algérie ou à la Norvège. Bon, ben, c'est pas malin. Et on, On paye 3 et fois on plus cher. achète, et on achète du gaz russe qu'on n'a pas le droit d'acheter via les Indiens. De pétrole. C'est Et le et du pétrole qu'on gaz. achète Les par deux? l'Inde. Oui, enfin, mais c'est pareil avec les bateaux et avec le gaz Oui, liquéfié, oui. c'est Oui, ça. oui, c'est ça. Donc Bien en sûr, fait, c'est une parfaite mascarade. Les dindons de c'est la farce, ce sont les populations c'est nous. C'est qui nous, payent les factures, donc nous. c'est nous. Euh, Alors, oui, il y a un moment, il y a un moment où on doit se poser la question de savoir si nos dirigeants il leur reste un petit peu de raison, parce que ça va être la dernière partie en fait de notre échange. Que doit-on attendre de dirigeants européens bon, qui sont tous dans l'OTAN en plus, enfin, bon, et qui essayent de nous expliquer que notre bien passera par la défaite de la Russie, par soutenir l'Ukraine coûte que coûte, quel que soit le coût humain, financier, militaire, écologique, ce que vous voulez, euh, alors que les grandes semondes sont en train d'essayer de s'entendre. En tout cas, c'est ce qui se profile devant nous. C'est pas fait, mais c'est ce qui se profile devant nous pour essayer de mettre fin à cette boucherie, à cette tuerie. Et apparemment, les dirigeants de notre continent n'ont pas compris ce qui se jouait, ou alors ils l'ont trop bien compris, je ne sais pas, mais ils ont l'air d'être complètement aux fraises et d'essayer de grappiller les quelques miettes qui pourront tomber de ces accords auxquels ils ne participeront pas finalement. Est-ce que je me trompe dans ma façon de voir les choses? Est-ce qu'il y a autre chose à comprendre sur leur réaction, sur leur façon de voir les choses? Et ces anglo-saxons là qui veulent pas lâcher l'affaire côté britannique en essayant de rameuter tous les chefs d'état-major pour essayer de leur faire miroiter une possible défaite russe. Qu'est-ce que je ne comprends pas ou est-ce que je comprends trop bien qu'ils sont tous cinglés, nos dirigeants européens, et qui nous emmènent dans le mur? Qu'est-ce que vous en pensez? ah, d'abord, pour finir sur le Nord Stream, la proposition américaine, c'est de racheter le Nord Stream. C'est assez habile. En disant, nous, Américains, on le rachèterait. Alors, les Russes ont répondu, bah, si vous voulez, hein. De toute façon, c'est les Allemands et les Français qui ont payé. Alors, ils n'ont pas protesté contre le fait que vos amis l'ont fait exploser, c'est-à-dire les Américains avec peut-être des hommes grenouilles anglais. Mais bon, bah, si vous voulez l'acheter, après tout, nous, on vendra peut-être nos parts, ou en tout cas, on restera dans la société avec nos parts à nous, puis vous n'avez qu'à racheter aux Allemands et aux Français, puis comme ça, vous allez les rouler encore une fois, puisque vous allez leur revendre notre gaz par le moyen de votre gazoduc, puisque maintenant vous l'aurez acheté,
et puis vous allez leur faire payer plus cher que ce que nous, on fait payer. Bah, écoutez, à vous de voir, hein, faites comme vous voulez. Enfin, ça, c'est la proposition américaine de remettre en marche le Nord Stream. C'est assez gonflé, oui. mais c'est du business. Hein. Il faut reconnaître que c'est pas idiot de leur part. Hein. Ça s'appelle du racket. Hein. Alors là, on arrive à votre question à vous. Oui, effectivement, ben, les Européens, eux, non, les Européens, ils auraient dû faire la même proposition à la limite. Évidemment. Et ben, ils l'ont pas fait. Et puis quand on leur a pris, quand la BNP a été rackettée de 9 milliards, et ben, elle a payé, et puis elle n'a rien dit. Et puis quand Alcatel, quand Alstom, quand Technip ont été détournés au profit des Américains pour pas cher, ils n'ont rien dit. Puis après, on a même racheté Alstom, mais une fois que toutes les licences et tout avaient été complètement pillées et qu'on a encore eu à payer des droits d'utilisation ou des royalties pour des choses qu'on avait élaborées pour notamment notre défense nationale et pour les aspects des moteurs nucléaires, des avions ou des sous-marins. Bon, voilà où on en est quand même. Bon, à part ça, moi, je sais pas, moi, je ne fais pas de politique. Hein. Alors, je ne peux pas vous dire quelle est la qualité des dirigeants d'Europe occidentale. Enfin, je pense que l'Europe occidentale a beaucoup perdu et que c'est nous, effectivement, les vaincus de cette guerre. Et puis, je crois que c'est pas fini. L'ennui, c'est qu'on était effectivement parmi les élites du monde, quoi. On était une civilisation qui avait un certain acquis, qui avait une influence dans le monde, qui a formé les cultures du monde quand même pendant quelques siècles, qui aujourd'hui, notamment nous, Européens, y compris avec la Russie. Hein. La Russie, c'est aussi une partie de l'Europe. Et quand les Japonais, aujourd'hui, jouent du Tchaïkovski ou du Rachmaninov, ben, c'est de la culture européenne qui est arrivée à influencer dans le monde. C'est quand même pas rien. Et ça, on est en train d'y renoncer, de ne plus être là. Diplomatiquement, on a pu peser, nous, malheureusement, Français, en tout cas, on n'est plus rien. On ne nous écoute même plus. On ne nous prend pas au sérieux quand les gens se déclarent. Et puis, en plus, on arrive à avoir un chef d'État qui se dispute partout où il va et qui est l'objet de lazzi et de moqueries partout. Qui ne peut plus rien dire ni sur la Syrie, pourtant on avait eu un mandat sur la Syrie, qui nie au Liban, et quand il promet quelque chose au Liban, il ne le tient pas, et on est encore pire, alors qu'il n'y avait pas plus francophile et plus francophone que le Liban. Bon voilà, oui, on a perdu, et alors l'ennui encore plus grand, c'est grandeur de notre aspect d'amour-propre. On serait, à la limite, on est peut-être un peu aussi victime de notre suffisance hein, et de notre aspect donneur de leçons. Là aussi, il faudrait rabattre un peu le caquet quand même. Hein. Il y a un autre problème, c'est qu'on était du bon côté du monde, c'est-à-dire on était du côté prospère. On n'était pas dans le côté des sous-développés. Grâce au fait ce qu'on avait tiré des sous-développés, justement. Mais enfin, il n'empêche que c'était comme ça. Et puis grâce aussi, quand même, au génie historique, scientifique, aux connaissances accumulées, à une certaine tolérance de nos sociétés qui est complètement remise en cause aujourd'hui, avec ce qui se passe en Roumanie, avec l'interdiction de toute discussion et avec le monopole du politiquement correct. Je suis désolé, mais ça vous fout en l'air toute la tradition de tolérance et de réflexion que pouvait avoir la richesse de nos sociétés. Ça, c'est fini. Et puis, on a désindustrialisé, on ne sait plus produire, on a des appareils bureaucratiques, alors notamment en Europe occidentale, avec l'Union européenne, qui sont à la limite pires que ce qu'a pu être l'URSS sur sa fin, et qui deviennent aussi dictatoriaux, parce que des bureaucraties, leur logique, c'est de croître et d'être de plus en plus parasitaires, puisqu'elles ne produisent rien. Donc, il faut qu'elles arrivent à pomper la richesse produite dans les pays.
Or, comme il y en a de moins en moins, eh ben, ils rançonnent les commerçants, les artisans et les PME qui restent, et les paysans, bien sûr. Hein. Vous avez vu dans quel monde, dans quel état est la paysannerie, pour vivre bien. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on s'inquiète très nettement. On va se retrouver maintenant, nous, dans le tiers-monde. Et c'est une impression qu'on a de plus en plus pour tous ceux qui voyagent. Regardez, avant, lorsqu'on venait des autres pays, on arrivait en France, on se disait, ah ben voilà, on est de retour chez nous, on est dans un monde développé, c'est éclairé, c'est propre, ça fonctionne, les escaliers mécaniques marchent, les bureaux, enfin, même aujourd'hui, les escaliers mécaniques sont systématiquement en panne, ça devient un peu dégueu à droite à gauche, et puis même les passeports, mais le passage des passeports, en général, ils sont en panne aussi, les trucs automatiques. Là. Enfin, vous voyez, vous arrivez en France, vous comprenez qu'il y a un petit bémol par rapport à ce que ça a été, quoi. C'est un pays qui vous semble en déclin. Alors, pour terminer Il n'y a pas qu'à cet moi que ça semble, échange, malheureusement. non, mais Encore, c'est sûr, j'en ai je parlé comprends que encore c'est pas. avant-hier avec des gens dans une soirée qui ont l'habitude de voyager, sans parler des étrangers, qui venaient en France il y a encore 15 ou 5, même, oui, une dizaine d'années. En gros, c'est sous Hollande que ça commence à dégringoler encore plus vite. Puis alors là maintenant. Ah ben, on a vu les ça va. effets de la. On a vu les effets de la révision générale des politiques publiques qui avait été décidée sous Sarkozy. Ça a mis moins de 3 ans à se voir sur le terrain avec la destruction systématique de tous les services publics. Donc voilà, nous on l'a vu en Et direct. puis Lisbonne et Bien la sûr. réadhésion à la partie militaire de l'OTAN. Là, les lignes commencent à bouger parce qu'il y a un président américain qui est certes lui aussi un acteur. Hein, n'oublions jamais qu'il a fait de la télé-réalité pendant des années et que c'est à ça qu'il a dû sa notoriété en partie. Non pas seulement parce que c'était. Un enfer avec Zelensky, hein, quand même. Oui. C'était pas mal. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit, ah, oui. ben, ça, c'est un grand moment de télé. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Il a dit. C'est un grand moment de télé. On avait l'impression de quelque chose qui n'était absolument pas préparé et en même temps totalement prémédité. C'est juste, on est schizophrène quand on regarde quelqu'un comme Trump. Hein. C'est hallucinant, quoi. On est obligé de toujours se poser la question de la posture du monsieur avant même d'écouter le discours. C'est quand même généralement une gymnastique cérébrale assez intense. Donc, ce monsieur qui est imprévisible, hein, on est d'accord? C'est un joueur de poker. Il vous bluffe. C'est ça. Il vous bluffe. C'est ça. Et la différence avec Poutine, c'est que Poutine, lui, il utilise votre force. Ce qui est le but même, enfin, ce qui est le fondement même des sports de combat japonais. Et Poutine est une ceinture noire de judo et un adepte du sumo. Donc, il utilise la force de l'adversaire. Et regardez bien sa politique depuis les années 2000, ça a toujours été ça. Même si, quand on ne le sait pas toujours et qu'on ne l'apprend qu'après. Disons qu'il n'a pas besoin de diviser pour mieux régner, il a juste besoin de faire en sorte d'appuyer sur les divisions. Ça marche suffisamment bien pour qu'on s'autodétruise et c'est là-dessus qu'il compte. Je le comprends bien. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en tant que citoyenne qui n'a pas de pouvoir, je me demande bien à quelle sauce nos dirigeants vont nous manger, en fait. Donc, on va repartir sur ce que nous disions dès le début, c'est-à-dire le discours d'un dirigeant comme Emmanuel Macron, qui a fait peur quand même à beaucoup de gens. Il faut reconnaître que ça a fait peur à beaucoup de gens qui pensaient qu'on allait rentrer en guerre contre les Russes et en guerre directe. Si moi j'ai bien entendu, et si vous avez bien entendu, je crois qu'on a le même point de vue, le président français nous a déclaré la guerre à nous, et en particulier à nos économies et à notre épargne. Il y a M. Minck qui a donné des précisions. Il a parlé, il a déjà annoncé, mais c'est un ballon d'essai. Hein. Mais j'ai beaucoup peur des ballons d'essai de Minck ou d'Attali. Bref, il a annoncé qu'il y aurait un emprunt obligatoire qui équivaudrait à la moitié de ce qu'on paye pour l'IRPP, c'est-à-dire sur les impôts sur le revenu. Eh bien, vous aurez en plus de votre impôt,
vous devrez payer la moitié du montant de votre impôt annuel à l'État pour pour que la bureaucratie européenne et la bureaucratie française puissent continuer à creuser les déficits. C'est ça, la justification du discours de guerre de M. Macron. C'est de voler les Français. Et malheureusement, là, M. Macron l'a annoncé comment ça allait se faire. On a longtemps pensé que ça serait comme à Chypre ou en Grèce, où ils allaient faire simplement des prélèvements autoritaires sur l'épargne, sur les assurances-vie et sur les comptes courants. En fait, il semblerait qu'ils passeront par un emprunt obligatoire. Ça n'empêchera pas de faire le reste. Mais je pense qu'il voulait essayer plusieurs trucs. Visiblement, il y avait aussi des lobbies quand même des banques et des assurances qui ne voient pas d'un très bon œil qu'on fasse des prélèvements forcés sur les comptes. Parce que alors là, la panique bancaire, bonjour. Hein. Donc, ils préfèrent cette formule de l'emprunt obligatoire, en disant en plus que ça sera remboursé dans 5-6 ans. Alors là, walou, hein, jamais, jamais. Donc oui, eh bien Jacques Beau pense effectivement que les Européens n'ont pas anticipé les mesures de Trump que pourtant il avait annoncées. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Je sais, on me dit souvent, il ne faut pas toujours penser que les gens sont machiavéliques en quelque sorte. Non. Il faut toujours laisser une certaine place à la bêtise, parce qu'elle est assez grande, cette place. Oui. Peut-être. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le comprendre très très bien, mais bon. Non, parce que vous êtes un homme intelligent, Dimitri. Nos dirigeants ne le sont pas. Non, puisque je ne comprends pas ça. Si. En fait, vous ne pouvez pas envisager que quelqu'un qui a un statut social aussi important et qui représente un peuple entier soit aussi bête et soit aussi motivé par des bas instincts. Et je comprends que vous ne le compreniez pas parce que c'est une erreur historique, en fait, d'avoir placé cet homme là où il est. Voilà, il ne devrait pas être là. Voilà. Il ne devrait pas être là, il n'a pas les compétences. Il est entouré. Ah ben, il est bien entouré par des gens comme lui. Voilà. Donc, non, là, on va virer tonton flingueur, attention. Voilà, c'est terrifiant. Enfin, je veux dire, on a un secrétaire général de l'Élysée, pour ne parler que de lui, qui est corrompu jusqu'au dernier degré. C'est documenté, tout ce que vous voulez, et il est toujours là. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, on n'a pas des gens qui ont un esprit d'homme d'État. On n'a pas des gens à la tête de ce pays, et c'est pareil dans beaucoup de pays européens. On n'est pas le seul, mais chez nous, c'est quand même flagrant. On a des gens qui trempent dans des affaires absolument hallucinantes. Alors, c'est pas nouveau en politique française, mais à ce degré quand même, c'est quand même impressionnant. Et surtout, qui n'ont pas le sens de l'État. Qui n'ont pas le sens de l'État. Qui ne sont pas des patriotes. Qui ne sont pas souverains de leurs actes et souverains dans leurs décisions. Donc, ça commence à poser un problème au peuple, si vous voulez. Voilà. Quelles que soient les opinions politiques des gens avec qui je discute, ça nous pose tous un problème. Que nos impôts n'atterrissent pas là où il faut. Quand même embêtant, quoi. Voilà. Bon. Donc, et ça commence à se voir. Donc, je comprends que vous ne le conceviez pas, que ces gens qui sont arrivés à des postes aussi importants dans le pouvoir soient bêtes ou soient pas compétents. Je comprends que vous n'arriviez pas à le concevoir. C'est pourtant la réalité. Et ils voudraient se faire passer pour des Machiavel. Ils en sont loin. Nous, on ne veut pas un cessez-le-feu, on veut la paix. C'est tout. Et j'ai l'impression que les dirigeants français et européens n'en veulent pas de cette paix. Est-ce que j'ai raison d'avoir cette impression? Ils ont besoin d'une phraséologie qu'ils n'en veulent pas. Pour ce qui est de la France, c'est sans doute pour des raisons financières. Oui. Pour ce qui est de gens du type l'Estonienne là, qui sert de responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, ce qui est quand même... C'est un désastre. Enfin, ah oui, c'est un désastre. On va nommer un pays d'1 million d'habitants, 1,5 million d'habitants, en plus où les habitants partent, où il n'y a plus rien, plus aucune activité,
qui est une république bananière sans banane. C'est quand même et cette brave dame qui était corrompue, enfin qui était mouillée par son papa qui était un apparatchik du Parti communiste, l'État soviétique, dont le mari faisait beaucoup d'affaires en Russie. Elle doit se faire pardonner ça, elle doit faire oublier ça, ou est-ce qu'on la fait chanter à cause de ça? Et à cause de ça, elle sème la haine des Russes en oubliant quand même que la moitié des habitants de son pays, petits certes, sont des Russes qui étaient là en même temps que les Estoniens, c'est-à-dire qu'il y a 2 régions dans l'Estonie qui sont historiquement russes, peuplées par des Russes. Eh oui, mais ça, que voulez-vous? Ça va peut-être être la propagande, la prochaine provocation anti-russe. Je ne sais pas si elle va se faire maintenant ou si elle va se faire dans 10 ans pour recommencer une guerre contre la Russie. Mais en tout cas, les anglo-saxons, c'est là qu'ils vont agir. C'est là et à Kaliningrad. Malheureusement, bon, à moins que les Russes arrivent quand même à un traité de partage du monde, en quelque sorte, qui nous garantisse une paix pour quelques décennies, comme ça a été le cas avec Yalta. Merci infiniment, Dimitri. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis obligé de rajouter sur les emprunts russes, c'est encore une histoire qui est incomplète. Regardez sur stoprussophobie.info, il y a tout un article qui a été un des plus difficiles articles que j'ai eu à écrire, qui est sur les emprunts russes et sur le fond des emprunts russes, avec le rôle des banques, le rôle des cargaisons d'or qui ont été véhiculées d'un bout à l'autre. Je vous jure que vous découvrirez des tas de choses passionnantes et qui ne sont jamais dites dans les médias de grand chemin, ni dans l'histoire bancaire. Et il y a des choses à dire. C'est pas aussi on en reparlera, simple. On en reparlera dans une prochaine émission si vous avez envie de la faire. Moi, je suis prête à la faire. Bonsoir à tout le monde. Au revoir.